note de cadrage pour le point à l'examen. Je donne la parole à son Excellence, M. Ban Ki-moon. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, revenir aux Nations Unies, c'est comme revenir chez moi. Et je m'adresse à vous non seulement en tant qu'ancien secrétaire général, mais aussi en tant que sage émérite parmi les sages, groupe de dirigeants mondiaux indépendants fondé par Nelson Mandela qui œuvre pour la paix, la justice, les droits humains et pour une planète durable. Je remercie tout particulièrement le président du Conseil de sécurité pour le mois de décembre, son Excellence représentant permanent de la mission de Slovénie près les Nations Unies, qui m'a invité à m'adresser à vous aujourd'hui dans cette auguste salle et qui m'inspire toujours. Cela fait désormais 9 ans que j'ai quitté New York et que j'ai quitté mes fonctions de secrétaire général. À l'époque, j'avais un sentiment d'accomplissement. L'accord de Paris sur les changements climatiques était entré en vigueur. Cet accord était une victoire de l'intelligence humaine, un exemple historique majeur qui montrait l'efficacité et le triomphe emporté par le multilatéralisme. Les dirigeants mondiaux s'étaient réunis pour répondre à un problème qui était véritablement mondial. C'était l'un des rares moments où l'ensemble des 193 États membres et les 2 États observateurs, le Vatican et l'organisation de Palestine, s'étaient réunis pour adopter une résolution. C'était un succès pour l'humanité, pour le monde. Les 17 objectifs de développement durable étaient également un moment historique. L'ensemble des nations, les peuples du monde entier étaient réunis. Voilà 2 jalons dont je suis toujours fier. Et je suis fier d'avoir présidé à ces efforts en tant que secrétaire général. Toutefois, aux côtés de ce sentiment d'accomplissement, j'avais un cœur lourd. En effet, des troubles politiques étaient intervenus en raison du terrorisme de l'État islamique, de la guerre civile en Syrie, meurtrière, de la crise des réfugiés qui s'en était suivie, du Brexit, du populisme en pleine montée, des tensions géopolitiques entourant la Russie, et en lien aussi avec le 4e essai nucléaire de la Corée du Nord et des violations graves des droits humains. La situation internationale semble s'être encore détériorée sur plusieurs fronts. Et je suis navré. Quand je pense à la fonction que remplit le secrétaire général Antonio Guterres, cette situation est marquée par la confrontation plutôt que la coopération entre grandes puissances. La situation est marquée par l'invasion illégale de l'État souverain de l'Ukraine par un membre permanent du Conseil de sécurité, un conflit et un bilan civil lourd dans la bande de Gaza, l'affaiblissement de la coopération internationale et l'érosion du multilatéralisme en dépit de la crise climatique qui ne fait que s'aggraver. Cette crise est devenue une crise des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, les Nations Unies sont l'institution de premier plan en matière de coopération internationale bâtie autour d'une communauté internationale centrée autour des États souverains qui œuvrent pour la sécurité et la prospérité commune de l'humanité. La gouvernance de l'ONU est le résultat de compromis entre ses États membres. L'ONU et son architecture n'est aussi forte que le souhaitent ses 193 États membres. En tant qu'instance universelle pour l'humanité,
L'ONU est source d'espoir, mais présente aussi des limites qui lui sont inhérentes. Nous faisons notre possible aujourd'hui pour tenter de réaliser la vision de l'ONU en tenant compte de certaines limites. Il faut donc œuvrer pour le changement et pour une réforme vitale de l'ONU afin de venir à bout de ces limites. Je considère donc que le leadership de l'ONU doit être réaffirmé, et ce, par son rôle politique en matière de diplomatie pour la paix, en matière de médiation et pour régler les crises. Les États membres doivent appuyer ce rôle et éviter les situations dans lesquelles seuls les pays puissants dictent les règlements politiques. Et ça doit commencer ici, dans cette salle, au sein du Conseil. Monsieur le Président, Excellences, je saisis cette occasion pour présenter une suggestion en toute humilité sur la base de mes 10 ans d'expérience au sein de l'ONU. Le prochain secrétaire général ne doit exercer qu'un seul mandat de 7 ans. 2 mandats de 5 ans font que le secrétaire général dépend excessivement des membres permanents de ce Conseil pour que son mandat soit prorogé. C'est une convention, ça ne découle pas de la charte, et l'Assemblée générale a pouvoir pour fixer les conditions de désignation du secrétaire général. Quel que soit le prochain secrétaire général, cet engagement renouvelé de la part des États membres d'appuyer et de faciliter le rôle du secrétaire général pour aider à régler les conflits est essentiel. Je n'étais pas d'accord pour qualifier les secrétaires généraux de papes séculiers. Toutefois, ils ont une autorité morale. Mais ils doivent être dotés d'un pouvoir réel afin de faire œuvre de médiation entre parties au conflit et pour intervenir plus activement en cas de violation grave du droit international et de la charte de l'ONU, notamment lorsque des atrocités sont commises. Monsieur le Président, Excellences, nous devons ne pas nous leurrer aujourd'hui dans cette salle. La crise actuelle de l'ONU découle de différentes causes. Mais l'échec du Conseil de sécurité à fonctionner comme il se doit est sans doute la cause la plus importante. Si nous souhaitons réellement promouvoir le leadership pour la paix, nous devons fondamentalement réformer et revitaliser les méthodes de fonctionnement de ce Conseil. Celui-ci doit être adapté à notre monde du XXIe siècle plutôt que à celui du XXe siècle. Le Conseil est marqué par des divisions et des tactiques visant à perturber son fonctionnement. Mais la manière irresponsable avec laquelle de nombreux États méprisent leurs obligations aujourd'hui est tout à fait préoccupante. Certains États membres permanents du Conseil mettent à l'épreuve le mandat de paix et de sécurité universelle de l'ONU de manière régulière, en utilisant leur droit de veto pour se protéger leurs alliés ou leurs intermédiaires. Sans réforme concrète pour lutter contre l'utilisation arbitraire du pouvoir de veto des membres permanents, nous ne viendrons pas à bout du sentiment d'impuissance de l'ONU. Les civils ne seront pas protégés dans les conflits. L'impunité continuera à prévaloir. Il est difficile de réformer le Conseil, mais c'est une tâche que nous devons réaliser de toute urgence et c'est possible. Sans quoi l'ONU risque soit de s'effondrer, soit de perdre toute pertinence. Nous ne devons pas succomber à la passivité ou au pessimisme. En 1965, le Conseil de sécurité
a accueilli de nouveaux membres, processus piloté par l'Assemblée générale, et ça nous a montré la marche à suivre. Seul un membre permanent avait voté pour la réforme, mais une fois que le monde s'était exprimé, l'ensemble des 5 États membres ont procédé aux ratifications nécessaires pour que le changement entre en vigueur. Si le veto ne peut pas pleinement être éliminé à court terme, des efforts visant à limiter son utilisation doivent être fortement appuyés. Un modèle réformé qui servirait l'ensemble de la communauté internationale pourrait être très largement soutenu. Et je saisis cette occasion pour encourager ceux qui participent aux négociations intergouvernementales qui durent sur la réforme du Conseil à présenter rapidement un modèle synthétisé, ce que le pacte pour l'avenir précise comme souhaitant vouloir advenir. Monsieur le Président, Excellences, si chacun n'agit que pour soi, cela nous mène directement à la destruction de chacun. Ça ne mène nulle part. Le développement durable revient à œuvrer pour l'ensemble de la population et de notre planète. Ce sentiment de responsabilité doit commencer avec les représentants de chaque nation qui sont réunis ici. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, en conclusion, j'aimerais citer un poète du XVIIe siècle, poète anglais John Donne, pour vous inciter à réfléchir. Il nous dit « Nul homme n'est une île. La mort de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain. Et en conséquence, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Je vous remercie de votre attention. Et je compte sur votre leadership sur la base d'une vision mondiale. Je vous remercie. Je remercie son Excellence.